Tout le monde pensait qu'il était un perdant qui ne savait pas utiliser la magie, mais il a une magie illimitée et finit par devenir le sorcier le plus puissant. Son nom est Sable, ou Sabre en japonais, mais je l'appellerai ça. C'était un perdant sans abri, sans aucun souvenir de son passé. Cependant, sa vie a changé un jour lorsqu'une mystérieuse femme l'a approché. Elle regarda ses yeux brillants et charmants, qui étaient en gros la preuve qu'il avait beaucoup de magie. À l'époque, elle lui avait dit qu'elle l'emmènerait dans un endroit spécial auquel il appartenait. Puis j'ai pensé, est-ce que ça pourrait être son cœur? Cependant, elle l'a emmené dans un endroit où les étudiants étudient la magie pour devenir sorciers et sorcières. Cela fait maintenant 3 ans depuis son admission, et Sable est considéré comme l'étudiant le plus stupide de toute l'histoire de cette académie, tout cela parce qu'il n'a pas pu lancer un seul sort récemment. Il reçoit une convocation de la directrice, et lorsqu'il arrive à son bureau, il trouve une loli blonde. La jeune fille fait une crise de colère parce qu'elle n'est pas emmenée au bureau, mais après avoir remarqué Sable, elle transforme son bâton en arme à feu et le pointe sur son cou. Elle lui dit alors de crier, car s'il fait ça, le réalisateur viendra certainement le sauver. Cela dit, le serviteur du réalisateur, qui est l'homme infernal, appelé Holden, arrive et affronte le loli. Holden désarme la sorcière et envoie son bâton volé, qui reprend sa forme originale lorsqu'il touche le sol. Sable décide de l'obtenir pour elle-même, et le loli et le loup paniquent en voyant cela. Holden pousse l'institut du personnel vers Loli, qui pleure lorsqu'elle voit son partenaire de confiance, le personnel, être maltraité de la sorte. Soudain, la porte s'ouvre et le directeur Albus sort pour voir le pantalon de l'émeutier. Elle est choquée de voir la sorcière Loli, qu'elle identifie comme étant Christasy Hawk, et dit à Sable qu'il est envoyé dans un endroit éloigné pour une formation spéciale, car elle pense que cette académie ne le rendra pas meilleur. Albus commence à raconter la longue et sanglante histoire de la guerre entre les sorciers et l'église, qui s'est terminée il y a à peine 5 ans. Après la guerre, la partie noble, y compris le royaume dans lequel ils vivent, a accepté la magie et les sorcières. Le sud, en revanche, leur est toujours très hostile et les chasses aux sorcières y sont monnaie courante. La raison pour laquelle le nord a accepté la magie était une guerre plus petite et plus intense qui a eu lieu il y a 10 ans. Fondamentalement, un homme très puissant nommé Evil Wizard 3 a enseigné la magie dans le royaume de Winnie et a mené une guerre pour créer un monde où les sorcières et les sorciers n'étaient pas chassés. Albus n'était pas d'accord avec ses méthodes et à la fin elle l'a tué. Cependant, elle pense que l'acceptation actuelle de la magie dans le nord est due au sorcier 13 qui a rendu la magie plus courante. En revanche, les choses sont difficiles pour les sorciers du sud, alors elle a décidé d'y construire un village de sorcières. Elle, qui est ici Sable et quelques autres étudiants prouvent à tout le monde qu'ils ne sont pas dangereux et que les magiciens peuvent vivre comme les gens ordinaires. S'ils ne parviennent pas à impressionner les autorités locales dans 3 ans, tout le monde perdra ses souvenirs de magie et de l'académie. Albus admet qu'Albus a fait un bon plan et se porte volontaire pour être la sorcière responsable de cette mission. Albus essaie de dire qu'ils ont un autre professeur pour le poste, mais Albus dit qu'il ne coopérera pas avec elle et l'académie à l'avenir s'il ne peut pas aller dans ce village. Albus est un peu frustré par tout cela, alors Albus dit qu'il ne travaillera pour elle que si elle lui permet de lire le Grimoire de Zéro, qui dans ce cas est le premier livre de magie écrit dans ce monde. Albus répond en disant qu'il s'agit d'un livre interdit, qu'il contient le pouvoir de détruire le monde et que Hawks ne peut pas être autorisé à le lire. Cependant, ils parviennent à un accord lorsqu'Albus permet à Hawks de rencontrer la sorcière de la boue noire, qui dans ce cas est l'auteur de Zéro S Grimoire. Le lendemain, Sable rencontre Hawks au marché, où il se prépare à partir vers le sud. À leur côté se trouve Hawks, une rouge joyeuse avec une énorme personnalité. En plus d'eux, il y a un lézard appelé Cud qui insiste en disant qu'il n'avait besoin de personne pour le guider. Il dit à Hawks qu'il voyagera vers le sud de manière indépendante avec 2 autres étudiants. Sable et les filles s'assoient dans un restaurant et Hawks donne à son équipe des brochettes de viande juteuse. Elle présente son bâton comme le bâton de Ludens, également connu sous le nom de mangeur de sorcières, car il aspire le pouvoir magique de celui qui le touche et le tue. Et Hawks ne peut le garder que parce que Ludens est très équilibré et très bien gardé. Après cela, il commence le voyage et Sable est dégoûté dès qu'il monte dans une charrette. Hawks décide alors de poursuivre le reste du voyage à pied. La nuit, ils parlent de leur passé et Sable déclare qu'il n'a aucun souvenir de son inscription à l'académie et c'est pourquoi il veut passer l'examen à Villa spécial. Car si ses souvenirs de l'académie sont effacés, il ne sera plus qu'une coquille vide. À ce moment-là, Hawks arrive avec de l'eau sur son bâton et alors que les filles parlent davantage d'elles-mêmes, elles découvrent que Sable peut à peine utiliser la magie. Lorsqu'il essaie d'utiliser son sort, sa magie devient incontrôlable et lorsqu'il essaie de contrôler sa magie, elle ne se manifeste tout simplement pas. Hawks pense qu'il devrait renoncer à être sorcier car il lui faudra beaucoup de temps pour apprendre quoi que ce soit. Après cela, le lendemain, ils arrivent à Villa spécial et obtiennent une chambre dans une auberge. Pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, les 2 sorciers qui s'occupaient des soins descendirent les escaliers en se plaignant que le lézard les avait abandonnés et s'était enfui. Et dès que le groupe de Sable est arrivé, ils ont signalé qu'ils avaient été attaqués par des bandits la nuit dernière. Ces affaires n'ont pas été volées, mais le gardien a pris une carte avec lui et a déclaré qu'il était le seul sorcier du groupe puis s'est enfui. Hawks trouve cette histoire étrange car n'importe quel bandit normal volerait leurs biens et kidnapperait les garçons pour les vendre comme esclaves. Cependant, comme le gardien était spécifiquement visé, elle pense qu'il s'agit de l'œuvre d'un chasseur de sorcières. Le gardien s'en est probablement rendu compte aussi et il s'est donc enfui seul pour laisser ses compagnons s'échapper en toute sécurité. Hawks prend la responsabilité de le laisser tranquille et décide de le sauver tout seul. Elle interdit à Sable et à tous les autres de la rejoindre car il ne serait qu'un obstacle sur son chemin. Cependant, lorsqu'ils sont seuls dans leur chambre, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés pendant
pendant que leur camarade de classe est en difficulté. Soudain, Hawks a une idée et utilise la magie divinatoire en utilisant le foulard de Hawks et identifie son emplacement exact sur une carte. Ils vont dans la forêt, mais Hawks est toujours en colère contre les deux sorciers inutiles qui refusent de les aider, disant que ce n'est pas de leur faute, tout simplement, la merde meurt. Soudain, il voit la queue coupée du gardien, avec du sang partout, comme c'est dégoûtant, il panique en voyant ça, et Hawks se demande si la queue coupée signifie que le gardien est mort. Cependant, même si la sauvegarde est un enfant oublieux, elle reste brillante. Il pense que parce qu'il s'agit d'un lézard, celui-ci est toujours en vie et peut même récupérer la partie perdue de son corps. Après avoir entendu cela, Hawks prend le sirop par mesure de précaution, puis le sauveur remarque 3 empreintes de pas au sol. 2 d'entre eux appartiennent à Quid et Hawks, ce qui signifie que la 3e empreinte appartient à l'homme qui les attaque. C'est à ce moment que Hawks est terrifié de réaliser qu'il existe un seul chasseur de sorcières assez fort pour coincer le gardien et le faire courir pour éviter d'être tué. Elle frémit en se souvenant de ce qu'elle a appris sur les chasseurs de sorcières professionnels, recrutés par l'église. Elle révèle ensuite que la plupart d'entre eux sont des criminels condamnés à mort. Pour cette raison, elle est incapable de contrôler sa peur lorsqu'elle découvre que les personnes impliquées font partie de Diaigle, l'organisation des chasseurs de sorcières les plus cruels. La sauvegarde indique que cette organisation a été dissoute après la guerre, mais Hawks lui crie dessus, disant que même si l'organisation n'existe plus, cela ne signifie pas que ces chasseurs ont pris leur retraite. Elle, pleine de peur, raconte qu'elle a déjà rencontré un membre de Diaigle. Elle s'est rendue dans un village voisin pour rencontrer son ami, mais tout ce qu'elle a trouvé, c'est un tas de corps brûlés et un homme féroce armé de gigantesques marteaux se tenant devant eux. Elle était tellement terrifiée par le chasseur de sorcières qu'elle s'est enfuie en pleurant, le pantalon tout énervé. Tout cela alors qu'un proche était brûlé vif. Cette fois, elle veut aussi s'échapper. Mais soudain, ils entendent un cri au loin et réalisent que ce cri vient du gardien. Holt pense qu'il vaut mieux s'enfuir, mais Sabi veut aller aider son ami. Il dit à Holt que c'est sa chance de reprendre courage et de ne pas commettre la même erreur que par le passé. Et après avoir écouté cette motivation, elle décide de la suivre. En revanche, le cobaye se cachait dans les arbres, tandis que les chasseurs le cherchaient et préparaient des pièges partout. Il remarqua une corde attachée au garion sur lequel il reposait, quand soudain le garion se brisa, et alors qu'il tombait au sol, plusieurs pièges cachés lui tirèrent des flèches. Il les esquiva d'une manière ou d'une autre, mais finit par être blessé par les épines au sol. Aujourd'hui, malgré ses blessures, il tente de s'échapper de la jungle, mais tombe sur un simple piège. Il craint que les flèches ne pleuvent à nouveau sur lui, mais il tombe sur un terrible chasseur de sorcières nommé Tyran, qui l'a fui la nuit dernière. Lors de leur dernière rencontre, les attaques magiques de Quid n'ont pas fonctionné. Alors cette fois, il essaie de les aveugler avec un sort de lumière et s'échappe. Cependant, le tyran récupère facilement et le rattrape en un instant. Il frappe le gardien avec son marteau géant et le projette contre un arbre. Le chasseur remarque alors que la blessure au pied du gardien est déjà en train de se refermer et rit en disant qu'il recevra beaucoup d'argent s'il le vend à des chercheurs de l'église. Il ordonne à ses hommes de lui apporter une cage, ce qui lui rappelle ses soins lorsqu'il était un petit lézard. À l'époque, il était asservi par des monstres du cirque qui montaient un spectacle en utilisant ses excellentes capacités de régénération. Il s'est échappé de cet endroit horrible et est venu à l'académie pour se renforcer. Mais il semble que tout ait été vain. Il s'accroche désespérément à une racine d'arbre et le tyran lui écrase les mains sans pitié. Le tyran hurle de douleur mais n'est toujours pas prêt à abandonner. Et maintenant, il attrape une racine avec sa mâchoire. Cette fois, le tyran est sur le point de mettre fin à ses jours une fois pour toutes quand soudain, un arbre près de lui est coupé en deux. Le chasseur regarde autour de lui et trouve Holt assis au sommet d'un arbre. Elle ordonne à son bâton d'attaquer l'homme et celui-ci prend la forme d'une mâchoire. Le tyran se défend avec son château et demande s'il s'agit du bâton légendaire de Ludens. Holt déclare alors qu'elle est la sorcière de l'aube, âgée de 300 ans et qu'à ce moment-là, elle est également la professeure du lézard qu'il a tenté de tuer. Le tyran devient nerveux et attaque l'arbre dans lequel il se trouve, mais cela n'a pas beaucoup d'effet. Holt l'attaque à l'aide de son bâton et montre sa puissance en abattant plusieurs arbres en un instant. Le tyran se rend compte qu'il est condamné quand soudain les voix de Holt se font entendre de loin. Holt dit à tout le monde de fuir, mais il est trop tard et le tyran est déjà sur eux. Larry pousse Holt en sécurité, mais il finit par être renversé. Peu de temps après, le tyran commence un léger étranglement et Holt le reconnaît comme le même homme terrifiant qui a tué son ami et est terrifié. Holt arrive et dit au chasseur que s'il tue l'un de ses élèves, elle le tuera instantanément. Alors, il lui propose un marché et lui demande de jeter le bâton et de devenir son prisonnier en échange de ses élèves. Elle se met en colère lorsqu'elle voit la souffrance du sauveur, alors elle jette le bâton par terre. Le tyran rit et lance sa ligne anti-magie sur le bâton et dit au sauveur d'emballer le bâton et de lui apporter le lot. Le sauveur fait ce qu'on lui demande, puis le tyran appelle Holt par son nom et lui demande d'attacher Holt. Elle tremble de peur et le chasseur lui demande d'arrêter l'enseignement car elle espionne les sorcières de l'église. Holt crie pour faire taire ses paroles et ce moment de tension l'amène à réfléchir aux événements du passé. Quand elle était jeune, des cornes ont soudainement commencé à pousser sur sa tête. Sa mère, étant une fervente croyante, l'envoya à l'église où on lui coupa les cornes et la plaça dans un orphelinat. Un jour, elle reçut pour mission de s'inscrire à l'académie de magie en tant qu'espionne et de rapporter au gouvernement tout ce qu'elle découvrait sur les sorcières. Holt était heureuse de l'aider, mais à mesure que le temps passait au gymnase et qu'elle commençait à se faire des amis, Holt a commencé à se sentir submergée par la culpabilité. Elle ne voulait pas être une autre espionne, mais voulait être une vraie sorcière. Alors lorsqu'elle a eu la chance de participer à une formation spéciale, elle a accepté une offre, mais n'aurait jamais imaginé que son identité soit révélée lors de cette mission. Holt tombe à genoux, ressentant
sentant le poids de la culpabilité, mais l'arrêt lui donne un sourire forcé et dit que ces choses ne sont pas de sa faute. Voyant ses efforts, elle décide de ne plus tromper ses amis. Elle attrape immédiatement sa queue et l'utilise comme un sort pour libérer des flammes vers les étincelles. Elle attaque le tyran avec les flammes et il prend la cape des mains du sauveur pour se protéger. La cape bloque l'attaque et Holt est terrifié lorsque Taren s'approche d'elle. Il est sur le point de l'écraser quand soudain, le sauveur entend la voix de Luden Speed dans la fille qui le porte. Il est fasciné par le personnel et le prend. En absorbant la magie du garçon, le bâton brille et soudain, un fluide obscur se propage dans toutes les directions. Tout le monde s'inquiète de la sauvegarde car des traînées de fluide troubles déforment la zone et forment une sphère géante autour d'elle. Quelques heures plus tard, la sauvegarde ouvre les yeux et voit Holt dessus. Il a peur et s'éloigne et elle le serre immédiatement dans ses bras, pleurant maintenant de joie qu'il est en vie. Cependant, Holt n'est pas content de ce qui s'est passé. Cela montre à la sauvegarde ce qu'elle vient de provoquer. Elle lui crie dessus en disant qu'ils ont utilisé le bâton de Ludens et se sont suicidés, puis traite les 3 étudiants d'imprudents. Ensuite, alors qu'ils continuent leur voyage, le sauveur lui demande pourquoi il est toujours en vie. Et Holt dit que c'est très simple, il a trop de magie. Et la canne de Ludens a atteint sa limite d'absorption. Bref, il a fondamentalement un mana infini. Ainsi, alors que tout le monde est choqué par cette nouvelle, Holt dit que c'est probablement à cause de cette magie infinie qu'il lui est si difficile de la contrôler. Holt dit à Cudi qu'il viendra avec eux cette fois, et quand il essaie de refuser, elle se met au-dessus de lui et dit qu'elle ne partira que lorsqu'il cédera. C'est à ce moment-là que Holt se demande où est son sirop, mais Holt lui dit qu'elle l'a utilisé comme offrande de sort, et Cudi perd patience en entendant cela. La nuit, Sev et Holt prennent un café au loto à l'extérieur, tandis que Holt et Cudi se reposent à l'intérieur de l'auberge. Holt enlève son chapeau et fait sentir ses cornes à la sauvegarde. Comme il le raconte et l'histoire de cela chez les fans. Dans son enfance, tout le monde disait que les cornes étaient la preuve que Holt était le fils d'un démon, mais maintenant elle croit que son professeur a le sang du peuple bête. Les personnes ayant des traits de bête sont créées lorsqu'une sorcière accorde le pouvoir d'une bête à un guerrier. Cependant, si le guerrier et la sorcière meurent, le pouvoir est lié à la lignée de la sorcière, et c'est ce qui lui est arrivé. Holt remercie le sauveur de lui avoir fait confiance. Et le baiser a pris coûtant avant de s'enfuir pour aller se coucher. Dès qu'elle part, Holt apparaît à côté de la sauvegarde et lui dit que Holt resterait facilement avec lui s'il manifestait de l'intérêt. Le lendemain, 2 autres sorciers sont arrêtés par la police parce qu'ils divulguaient des informations à l'église en échange d'argent. Holt déclare alors que seuls 4 ont continué le voyage. Premièrement, elle veut que Cudi guérisse ses mains détruites en utilisant la magie de guérison, mais il dit qu'il n'a pas assez de pouvoir pour le faire. Ensuite, Holt répond en disant qu'ils ont la sauvegarde, qui est une banque d'alimentation magique avec une charge limitée. Elle révèle que le moyen le plus efficace de transférer la magie est le baiser, mais Cudi le rejette immédiatement, affirmant qu'il préférerait être handicapé pendant quelques mois plutôt que d'embrasser un homme. Holt dit donc qu'ils peuvent également utiliser un contact normal pour transférer du mana. Cependant, si les choses tournent mal et que Cudi absorbe plus de magie qu'il ne peut en gérer, il mourra d'une mort horrible et douloureuse. Et c'est pourquoi elle décide d'être le lien entre eux. Holt tient leurs 2 mains et transfère la magie de la sauvegarde à Cudi, qui chante le sort de guérison et en quelques secondes, ses bras et sa queue détruits sont complètement régénérés. Les villageois sont étonnés de voir cela et Holt appelle à une fête pour que tout le monde puisse s'occuper, danser et chanter. Peu de temps après, ils arrivent dans une immense ville et une calèche passe par là et déverse malheureusement de la boue sur la sauvegarde. Tu ne peux pas utiliser la magie et tu es dans la boue. Holt lui dit de ne pas s'inquiéter car l'hôtel où elle se rend habituellement dispose de très bonnes toilettes publiques. Idéal pour ces épisodes de fanservice. Un peu plus tard, pendant que Sev et Cudi se nettoient dans la baignoire, Cudi révèle son histoire. On raconte qu'il y a 6 ans, il faisait partie d'un spectacle anormal et qu'une puissante attaque de sorcières dans la région du Nord a presque tout détruit. D'une manière ou d'une autre, Cudi a survécu à la destruction et a été sauvé par une puissante entité de l'église. À cette époque, les gens bêtes étaient encore très discriminés, mais malgré cela, celui qui chevauchait un dragon l'a sauvé avec le sourire aux lèvres. Et depuis lors, Cudi rêve de rejoindre l'église, voulant faire partie de l'armée de sorciers comme ce type qui l'a sauvé. Le lendemain, lorsqu'il remonte paisiblement à la surface, partout où ils vont, les gens sont au courant du canular. Elle connaît les meilleurs endroits pour pêcher et se reposer, et lors de ses voyages, elle enseigne à ses élèves comment survivre dans la nature et les encourage également à utiliser la magie pour aider les autres. Tout le monde s'ouvre à elle et elle leur dit qu'elle vit une vie de oui depuis plus de 300 ans. Maintenant, elle n'a même plus besoin de manger, de dormir ou même de se reproduire, donc la vie est ennuyeuse pour elle, donc la seule chose qui la fait se sentir vivante est de s'amuser et elle se sent aussi très excitée quand quelque chose de très dangereux arrive dans le monde. La vie continue paisiblement jusqu'au jour où le garçon a couru vers eux et leur dit qu'il n'est pas sécuritaire pour tout le monde de rester dehors. Il prend le canular par la main et emmène tout le monde dans un tronc d'arbre creux où il utilise la magie pour créer une barrière où il cache parfaitement tout le monde. Cependant, cette magie ne bloque pas le son. Soudain un tigre blanc apparaît et commence à appeler le garçon. Il menace de briser les os de son ami s'il ne se présente pas. L'homme bête entend les battements de cœur des gens qui se cachent dans le tronc d'arbre creux et lance sa lame sur tout le monde. La barrière se brise et le garçon tombe de l'écran. Sabi et ses amis le poursuivent bientôt pour le protéger, mais le mercenaire dit qu'il sera impossible d'utiliser la magie contre lui car il les tuera avant qu'il puisse finir de chanter des sorts. Soudain, il se rend compte qu'il y a quelqu'un derrière lui et se retourne pour trouver le canular et se lancer dans une attaque. L'homme bête arrête son attaque et elle retourne à la branche d'un arbre, disant à ses élèves de courir. Ils suivent ses ordres et lorsque le canular provoque le mercenaire en lui demandant s'il ne les poursuivra pas, il répond en disant que lui tourne
tourner le dos n'est pas une bonne idée. Il semble étrangement bien informé sur le staff de Ludens et sur toute son équipe. Il connaît également le programme de formation spéciale qui consiste à créer un village de sorcières, ce qui finit par déjouer la supercherie. Le mercenaire se retire du combat car il sait qu'il ne peut pas la battre et lui dit de se rendre immédiatement au village car ses élèves pourraient être en danger. Au même moment, Sabi, le canular et le gardien escortent le garçon en toute sécurité jusqu'à l'église du village où un prêtre aux yeux bandés nommé Dan les accueille. Le garçon dit à Dan que les 3 personnes l'ont sauvé et il demande si ce sont des sorciers. Sabi est confus et demande comment il savait cela et le prêtre dit que les cibles de cet ennemi seront toujours des sorciers. Sabi lui demande alors pourquoi l'homme infernal les a attaqués et Dan dit que cet homme infernal est le mercenaire qui garde le village au nom d'une certaine sorcière et dit à tout le monde de fuir cet endroit car c'est très dangereux ici. Il explique qu'il y a 2 ans, la sorcière que l'académie avait placée dans ce village s'est soudainement rendue à un envahisseur sans même revenir. L'envahissante sorcière a perdu le contrôle de la zone et depuis, personne n'a pu s'opposer à elle. Soudain, Sabi se rend compte que les 2 étudiants du groupe spécial ont été arrêtés pour avoir dénoncé l'église et que le canular était un espion. Et les soins concernent les gens bêtes et Sabi lui-même est le pire élève de l'académie. En réalisant cela, il pense qu'ils ont été envoyés ici pour que l'académie puisse s'en débarrasser et ses amis ont peur d'entendre cela. Le gardien leur dit qu'ils devraient contacter l'église et l'armée des sorciers mais le gardien les informe que personne n'aidera leur village. Alors que tout le monde doute, le canular apparaît soudain. Elle demande à ses élèves de douter du prêtre à l'air sombre car il pourrait très bien être impliqué avec un mercenaire. Dan lui demande d'essayer de le tuer si elle est si méfiante mais le canular prétend qu'elle n'est pas fan de violence inutile. Elle lui demande de leur faire visiter le village pour prouver qu'il n'est pas un ennemi. Le prêtre accepte et les emmène au village où ils sont censés rester. Là, il trouve le père du garçon qui l'attend. Le garçon nommé Léo et son père font le tour du village et disent que la sorcière était en réalité leur amie. Le gardien demande pourquoi elle a quitté le village sans essayer de combattre l'envahisseur mais l'homme n'a aucune idée de pourquoi. Le reste des habitants se cachent dans leur maison et il explique qu'ils n'aiment pas les étrangers. Puis il les emmène dans une maison où 4 poupées à taille humaine sont suspendues de manière effrayante. Le père de Léo explique qu'il y a quelques années, certaines personnes ont tenté de fuir le village. Ensuite, la sorcière et son mercenaire les ont trouvées et ont placé ces poupées comme une menace pour quiconque tentait de partir. Cependant, il dit que la sorcière ne causerait aucun problème aux villageois s'ils n'enfreignaient pas ses règles. Après cela, ils entrent dans une maison délabrée et lorsque Rook finit de l'examiner, elle déclare qu'ils doivent tuer la sorcière qui contrôle la zone. Rook suggère qu'il retourne à l'académie pour obtenir l'aide de l'église et de l'armée des sorciers, mais la sauvegarde s'oppose à l'idée car elle transformerait le village en champ de bataille. Il prétend que ce combat se terminera avec leur mort, mais le sauvetage enlève les mains de Cudi et dit que lorsqu'il a touché le bâton de Ludens, il a réalisé qu'il n'avait pas du tout peur de mourir. Rook dit que la simple idée qu'il se suicide lui fait peur, et Sev lui dit de quitter le village avec Cudi. Pour que lui et Rook puissent se battre seuls, les larmes aux yeux, Rook dit que ce qu'elle veut dire, c'est que l'idée de la sauvegarde en train de mourir et qu'elle veut dire que la sauvegarde mourrait en combattant seule. Les larmes aux yeux, Rook dit que ce qu'elle veut dire, c'est que l'idée de la sauvegarde en train de mourir est effrayante. Il ne peut pas comprendre ces paroles car la sauvegarde n'a jamais eu affaire à des filles émotives. À cause de cela, Rook se met à pleurer et s'enfuit. Sev essaie de courir après elle pour s'excuser, mais Rook l'arrête car s'il s'excuse sans même savoir ce qu'il a fait de mal, la fille pourrait être encore plus blessée. Cudi lui dit alors que Rook a été blessé parce qu'elle le considère comme un ami et qu'elle ne veut pas qu'il meure en vain. Le sauveur comprend désormais mieux les sentiments de la jeune fille, alors il court la retrouver et s'excuse. Pendant ce temps, Rook est à l'église où elle rencontre une petite fille timide nommée Lily qui essaie de la réconforter. Soudain, le prêtre aux yeux bandés apparaît derrière eux et gronde Lily. Il demande ensuite à Rook pourquoi elle est venue ici. Et après lui avoir raconté sa dispute avec Sev, elle essaie de partir mais elle remarque ensuite le symbole d'Agnès sur la canne du curé. La jeune fille est terrifiée lorsqu'elle se rend compte qu'il est un ennemi et commence à marcher à reculons quand soudain elle se retrouve attachée par des cordes solides. Dan la menace alors, lui disant qu'elle doit recommencer à agir comme espionne pour la faction anti-sorcière si elle veut ressusciter. En revanche, la sauvegarde rentre chez elle les mains vides. Il n'a trouvé aucune information sur Rook, alors Rook décide de suivre sa magie. Une recherche les mène à une grotte dans la forêt où il trouve du sang sur le sol et Rook sent la trace de plusieurs personnes à l'intérieur de la grotte. Cud veut battre en retraite car c'est évidemment un piège, mais Rook pense que si la sorcière locale veut les accueillir, elle acceptera son invitation. Elle utilise son bâton pour détecter et dissiper tous les pièges dans la grotte, mais Cud est toujours pas convaincu de se battre. Rook essaie de lui remonter le moral, lui rappelant qu'il envisage de rejoindre l'église et l'armée de sorciers qui n'ont pas leur place face à des adversaires plus forts qu'eux. Elle demande à Cud s'il veut être comme celui qui l'a sauvé ou s'il ne participe pas au combat. Et il choisit la deuxième option, il sort en courant de la grotte, mais trouve Yue dehors, qui propose au lézard de le rejoindre car cela le rendra beaucoup plus fort. En réponse, Cud interroge Yue sur le sang dans la grotte et demande à savoir ce qu'il a fait à Rook. Cependant, l'ennemi se contente de rire et dit qu'il a mangé la fille et qu'elle était très juteuse. Cela met Cud en colère, qui devient rouge et bleu de rage, et dit à Tiger qu'il va le tuer. À l'intérieur de la grotte, Sable utilise la magie de la lumière pour tout éclairer, mais il ne peut pas contrôler son pouvoir et Rook est presque aveuglé par les lumières. Il parvient enfin à reprendre le contrôle du sort, mais Rook ne cesse de le déranger pendant un long moment. Elle dit que toute sorcière aimerait avoir un apprenti comme lui, doté d'un pouvoir infini, et cela rappelle à Sable des souvenirs oubliés. Il tombe à genoux lorsqu'il s'en souvient, mais se relève immédiatement.
immédiatement. Rook lui dit qu'il peut revenir en arrière maintenant car avancer sera dangereux pour lui mais il est prêt à affronter les dangers. Soudain, une porte au fond de la grotte s'ouvre et des tentacules jaillissent vers Sable et l'attrapent. Rook essaie de l'aider mais son bâton est éloigné d'elle. Dan arrive immédiatement sur les lieux et envoie Rook dans la pièce avec Sable. Alors que la porte se ferme, il dit à Rook qu'elle aurait dû le tuer au moment où elle le soupçonnait. Sable se lève bientôt et voit une autre sorcière devant elle. Elle libère une douce lumière bleue autour d'elle et d'un seul regard, Sable la reconnaît comme la sorcière qui l'a sauvée alors que sa vie était très solitaire. La sorcière l'appelle en lui disant qu'elle l'attend depuis longtemps et Sable lui demande qui elle est. Mais Rook se méfie de la nouvelle sorcière. La sorcière non plus ne l'aime pas et d'un mouvement de ses doigts, elle l'envoie voler. Lorsque Sable se précipite pour aider Rook, la sorcière dit qu'elle est déçue d'avoir une existence spéciale comme la sienne et d'être entourée de personnes sans valeur. Soudain, elle jette un chapeau couvert de sang devant Sable et lui fait peur et il demande ce qu'elle a fait et la sorcière dit qu'elle a envoyé son mercenaire tigre pour la manger. Oui, dévorer des Rooks, ce qui finit par être encore plus dévastateur. Elle affirme qu'elle a fait de grands efforts pour l'avoir là-bas et cela inclut la prise de contrôle du village. La sorcière a entendu cela et pense que tout ce qui arrive est de sa faute. Puis les souvenirs oubliés de son passé lui reviennent une fois de plus et la sorcière lui demande de l'accompagner afin qu'elle puisse l'emmener dans un endroit digne de son niveau mais il refuse. Il dit qu'il était parfaitement bien avec ses amis et qu'il le traitait bien même lorsque tout le monde le considérait comme un perdant. Il dit à la sorcière qu'il décidera qui est digne d'être à ses côtés et aidera une personne qui ne lui convient pas. Il prévoit d'utiliser toute sa magie en un seul exploit pour se détruire mais juste au moment où il était sur le point de commencer, Rook l'embrasse, incapable de comprendre ce qui se passe, il cède à son baiser et après un long baiser, Rook l'embrasse. Lui se sent plein d'énergie magique. Elle entra dans la même cour utilisée par Taran à l'intérieur et tira un dragon à flamme bleue vers la sorcière. Mais cela annule instantanément votre magie. La sorcière dit fièrement à Rook qu'elle est la créatrice de ce sort et qu'il est insensé pour quiconque de l'utiliser contre elle. Elle déclare qu'elle est la sorcière originelle de Zéro, celle qui a écrit Grimoire de toutes pièces. Et c'est à ce moment-là que Sable réalise qu'ils n'ont aucune chance contre elle. Lorsque Zéro s'approche de lui, il tente de protéger Rook mais curieusement aucune attaque ne vient vers lui. Au lieu de cela, des confettis volaient partout dans la grotte. Zéro pique le nez de Sable, lui disant que pour la partie d'aujourd'hui, c'est elle qui le supervisera dans son entraînement spécial. Il ne sait toujours pas quoi faire et maintenant même Rook a commencé à faire l'éloge de Zéro. Sable a l'air perplexe sans rien comprendre, alors elle lui dit que c'est un test qu'il a réussi. Soudain, Rook a couru vers eux et Sable est soulagé de voir qu'elle va bien. Elle le remonte et dit que leur arrivée ce jour-là était un test élaboré et que tous les résidents étaient impliqués. Le père Blindfold s'emporta également garant et lui demanda de continuer à être une espionne, mais elle lui cracha au visage et comme il était un pervers, le misérable aimait ça. Dan arrive à ce moment-là et Ygritte, pour avoir mal parlé de lui, parle alors à Rook et lui demande si elle savait que c'était un test. Rook répond en disant qu'il était évident que tout était préparé car la maison dans laquelle il se trouvait était très propre et bien équipée et ils lui ont dit que la maison était abandonnée depuis plus de 2 ans. À ce moment, Yoquan arrive avec Cud qui a également réussi le test. Cud était heureux de voir ses amis vivants et courut les serrer dans ses bras. La nuit, les villageois organisent une fête pour les sorciers et sorcières qui ont réussi le test. Après la fête, Zéro remarque une fois de plus la beauté des 3 étudiants et Holt demande pourquoi elle essaie si fort de les échouer. Elle répond que comme ils ont beaucoup de talent, elle devait vérifier s'ils étaient de bonnes personnes et qu'ils répondraient tous à ses pensées. Elle affirme que s'ils atteignaient leur plein potentiel et choisissaient de suivre la voie du mal, cela finirait par provoquer une catastrophe comme cela s'est produit à maintes reprises. Zéro dit que Holt a un talent qui la rendra égale au réalisateur Albus, mais il faudra quelques décennies pour atteindre ce niveau. Quant à Cud, Zéro pense que s'il améliore sa magie de guérison, il pourrait même devenir immortel. Cela dit, elle affirme que le pic de sauvegarde est invisible, même pour elle. Zéro déclare qu'en raison de son pouvoir magique infini, la sauvegarde peut durer des siècles, et s'il continue à faire évoluer sa magie pendant cette période, rien ne lui sera impossible. Cependant, elle ajoute que s'ils négligent leur formation, ils ne seront jamais plus de 3 mages de mer. Zéro explique ensuite qu'ils devront installer leurs magasins exclusifs dans le village, afin que les habitants puissent leur demander de l'aide plus facilement. Elle veut leur en dire plus. Cependant, le tigre et le prêtre interrompent leur conversation en apportant la nourriture. Après cela, les 3 étudiants rentrent chez eux à pied quand soudain, ils voient un homme chevauchant un dragon dans leur nuit. Il reconnaît bientôt cet homme comme celui qui lui a sauvé la vie. Il parle de l'homme à ses amis et il se précipite immédiatement à sa recherche. L'homme et son dragon atterrissent dans le village et il s'avère qu'il est là pour remettre quelques lettres aux 3 étudiants. Lorsque Sève et ses amis ouvrent la lettre, ils découvrent qu'ils ont la liberté d'utiliser leur magie comme ils le souhaitent. Tout le monde est choqué d'entendre cela, même le chevalier dragon qui se rend compte qu'il s'agit d'une autorisation d'entrer en bataille avec la faction anti-sorcière. Après cela, ils rentrent chez eux et Hawks fait une crise de colère parce qu'elle voulait aussi voir un dragon de près. Et c'est peut-être sa seule chance, car maintenant que tout le monde a un professeur définitif, elle envisage de partir en voyage. Les étudiants sont déprimés en entendant cela, mais Hawks leur dit qu'elle n'en l'aura pas. Jusqu'à ce qu'elle ait lu tous les livres que Zéro a écrits, et cela prendra probablement beaucoup de temps. Tout le monde est heureux d'entendre cela et court la serrer dans ses bras. Plus tard, quand Hawks et Zéro sont seuls, Hawks la confronte à propos de l'affaiblissement de sa magie et exprime son inquiétude quant au fait qu'elle essaie peut-être de prendre Sable sous son aile pour lui voler sa magie. Zéro raconte ensuite l'histoire de la sorcière qui a tué la mère de Sa. Cela s'est produit juste devant lui et sa mère, à ce moment-là, essayait de lui voler son pouvoir. Cependant, elle mourut instantanément d'une overdose
dose de magie et cet incident laissa une profonde cicatrice émotionnelle sur Sable, à la suite de laquelle il scella ses souvenirs et souffrit sans fin par la suite. Alors, quand Zéro l'a trouvé, elle a décidé de l'envoyer à l'académie pour avoir une seconde chance dans la vie. Cependant, elle l'a appelé pour le surveiller. Si ses pouvoirs deviennent incontrôlables, Hawks demande à Zéro de quel droit elle essaie de contrôler la vie de Sable, et elle répond qu'il est son neveu. Cela finit par être un choc pour Hawks, puisque le seul frère de Zéro était le célèbre sorcier numéro 13, celui qui a provoqué la guerre la plus destructrice de tous les temps. Zéro admet que ce même sorcier exceptionnel est le père de Sable. 2 mois se sont écoulés depuis cet incident, et les 3 étudiants se sont déjà installés dans leurs magasins respectifs. Hawks travaille en indépendant, répondant à diverses demandes des villageois, et Qud utilise sa magie de guérison et travaille comme assistant à la clinique, tandis que Sable gère un magasin de magie et sert tous ceux qui ont besoin de magie. Ses plus gros clients sont ses 2 amis, qui ressentent quelque chose de très agréable en recevant son pouvoir magique. Sable reste à la maison pendant que ses amis vont travailler, et il réfléchit à s'habituer à cette vie. De nulle part, Hawks entre dans la maison, et pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, elle le gronda d'être un homme fermé. Il lui dit qu'il devait rester à la maison au cas où quelqu'un aurait besoin de magie. De plus, il cuisine, nettoie les vêtements et dit se sentir vide lorsqu'il n'accomplit pas ses tâches. Après avoir entendu cela, Hawks se sent désolé pour le garçon. Elle grimpe ensuite sur une chaise pour le serrer dans ses bras, et son câlin chaleureux finit par la réconforter. Il réfléchit ensuite au fait que Sable a besoin de quelqu'un pour lui apprendre à être plus humain. Cela dit, elle lui confie pour mission d'aller chercher ses feuilles de thé afin qu'il puisse sortir de la maison pour changer. En chemin, il rencontre iOS et dit au garçon qu'il va chercher des feuilles de thé. Le garçon prétend savoir où poussent les feuilles de thé et emmène Sable dans la forêt. Sable ne sait pas s'il doit entrer dans la forêt sans protection, mais iOS avance seul, obligeant Sable à le suivre. Plus loin, Sable le retrouve enfin, caché au sommet d'un arbre, et lui demande de descendre, et iOS s'excuse car il mentait pour paraître cool, et maintenant il ne trouve même plus le chemin du retour. Sable commence à le réconforter, puis la souris commence à mâcher son pantalon. iOS reconnaît immédiatement la souris comme l'un des animaux de compagnie de Lily et dit qu'il devrait le suivre hors de la forêt. Alors lui et Sable courent après la souris et arrivent bientôt à l'église. iOS trouve rapidement sa mère qui l'y attend et le ramène à la maison avec colère. Pendant ce temps, Dan apparaît derrière Sable, dégageant une heure tueuse. Il l'invitait à entrer dans l'église, et la fille Lily l'y accueille. Dan lui dit d'enlever sa capuche, mais elle refuse car elle ne veut pas effrayer l'invité. Le prêtre n'écoute pas Ayla et enlève sa capuche de force, et Lily est gênée que sa véritable forme de rat soit exposée devant Sable. Mais Dan lui dit d'arrêter de faire du bruit et de préparer à manger pour l'invité et le pauvre. Lily a une faible estime d'elle-même, en raison de son apparence, mais apparemment Sable ne comprend pas quel est son problème. Lily lui apporte bientôt à manger, et Dan reproche à Sable de s'être rendu dans la forêt sans se rendre compte des dangers. Il lui dit de trouver les théières près de la maison de Zéro, et je lui conseille aussi de sortir davantage de la maison et de se promener plus souvent dans le village pour qu'il ne fasse plus la même erreur. Après cela, Sable sort et rencontre Holt en chemin. Holt est surpris de le trouver à l'extérieur de la maison et l'aide à se nettoyer le visage après le délicieux repas qu'il vient de préparer. Sable remarque qu'il y a du sang sur la manche de sa chemise, mais Holt lui dit que cela appartient à Yohei et non à elle. Elle est allée dans la forêt avec un mercenaire pour chasser des loups, cependant elle a paniqué lorsqu'elle a été encerclée. À la fin elle a mis trop de temps à chanter son sort, et à la fin elle a frappé Yohei à la place des loups. Holt pleure en pensant qu'il est un raté en tant que sorcière, et quand Lily l'emmène, Holt apparaît à côté de lui, disant qu'ils ont besoin de lui pour fournir sa magie maintenant. Elle l'emmène à Zéro, qui essaie d'arrêter davantage les saignements du mercenaire. Dès que Zéro voit sa nièce, elle l'embrasse et absorbe suffisamment de magie pour lancer un sort de haut niveau. Rapidement Yohei se sent mieux. Ce qu'il a fait, c'est exprimer sa jalousie, et la sauvegarde demande à Zéro si Holt va être expulsé à cause de cet incident, et ni Zéro ni Yohei ne pensent qu'elle a fait quoi que ce soit qui la rende disqualifiée pour l'entraînement, et ils promettent de lui donner plus de chance, mais l'entraînement cette fois sera plus rigoureux, et cela rappelle le sauvetage de vie. Alors il part à sa recherche pour lui donner une autre chance de jouer dans la forêt. Pendant ce temps, Zéro découvre que Holt envoie la sauvegarde sur une tâche inutile, juste pour le faire sortir de la maison. Holt se plaint en disant qu'il n'aime pas que la sauvegarde soit enfermée dans la maison, mais Zéro et Yohei n'ont aucun problème avec ça, ils veulent laisser le garçon faire ce qu'il veut, mais Holt pique une colère, disant qu'il peut facilement se retourner autour de cet homme s'il veut être avec elle. Après cela, Yohei se rend chez lui, laissant les deux sorcières seules. Holt demande à Zéro pourquoi elle n'a pris qu'un peu de magie de la sauvegarde, alors qu'actuellement elle a besoin de beaucoup plus de magie, et Zéro répond qu'en tant que famille et superviseur de la sauvegarde, elle ne peut pas en tirer plus que nécessaire. Holt dit qu'elle vieillira et mourra à ce rythme, mais Zéro ne le regrette pas, car elle en a assez vu et a même eu un anime rien que pour elle. À côté d'Yohei, nous voyons maintenant qu'en plus des erreurs de Holt, Qud a également commis des erreurs dans son travail. Il est allé dans un village voisin pour soigner quelques patients et était trop excité. Il a essayé de les guérir tous en même temps, mais il s'est évanoui à mi-chemin et le médecin l'a ramené chez lui. Lorsqu'il se réveille dans sa chambre, il se demande ce qui s'est passé, mais découvre ensuite que Holt a fait plus de erreurs que lui, et il commence à se disputer pour décider qui est le plus inutile. Holt arrive juste à temps pour interrompre le combat et leur dit qu'ils doivent s'efforcer d'améliorer leurs erreurs à partir de demain. Elle l'informe également qu'ils devront tous les trois se rendre à Zéro ensemble demain. Le lendemain, le trio se rend chez Zéro, où arrive sa magnifique collection de livres. Elle explique que ce ne sont que les livres qu'elle garde avec elle, et que les plus importants sont cachés dans la bibliothèque interdite du Nord. Holt est vraiment excité de visiter la bibliothèque avec ses amis
amis à l'avenir, mais Holt dit que c'est trop difficile pour lui. Après la guerre contre la sorcière Maligra, de nombreux monstres démoniaques ont été relâchés dans le nord et ils font toujours de cette région un endroit impropre à la vie. Zero dit que c'est vrai et même la sauvegarde abandonne le projet de Holt de visiter la bibliothèque à l'avenir. Mais Holt essaie de les convaincre qu'avec la magie illimitée de la sauvegarde, leur sort d'attaque et les soins de Holt seront invincibles. Cependant, Holt répond simplement qu'il ne fera pas confiance à une sorcière qui attaque ses propres coéquipiers. Lorsqu'il mentionne cela, Zero passe soudainement en mode sérieux et dit qu'elle a une leçon spéciale pour Holt et que jusqu'à ce qu'elle apprenne à annuler ses sorts, elle ne rentrera pas à la maison. Elle entraîne la fille pendant que le sauveur découvre un livre intéressant. Dehors, Zero oblige Holt à l'attaquer et elle s'attend à ce que la fille annule son sort au dernier moment. Le sort de Holt frappe presque à nouveau, mais elle parvient à l'annuler à temps et Zero dit que c'est suffisant pour le moment. Et elle dit à Holt de s'entraîner en utilisant le même sort de haut niveau pour allumer des bougies dans sa maison. Holt se plaint de ne pas avoir assez de magie, alors Zero utilise la même quantité de magie qu'elle, mais le résultat de son sort est bien meilleur. Zero lui apprend à essayer de nouvelles façons d'utiliser la magie lorsqu'elle s'effondre soudainement à cause de l'épuisement magique. Les élèves se précipitent immédiatement à ses côtés et la sauvegarde tente de transférer sa magie main dans la main. Cependant, cela ne fonctionne pas. Puis il suggère un baiser comme hier, mais Zero dit que ce n'est pas nécessaire. Elle se lève, chancelante de faiblesse, et dit qu'un bon repas l'aidera à aller mieux en peu de temps. Elle s'évanouit une fois de plus, mais le sauvetage la rattrape et cela rappelle à Zero son frère, un sorcier de 13 ans. Il l'emmène dans sa chambre et essaie à nouveau de partager de la magie avec elle, mais cela ne fonctionne pas. La sauvegarde est déroutante, mais Zero lui dit que si elle le souhaite, elle peut suggérer sa magie. Cependant, votre attention se tourne soudainement vers ses yeux, qui sont une réplique exacte des vôtres. Sev lui demande alors si par hasard elle connaît sa mère, mais Néron le nie, mais prétend qu'elle connaissait son père. Sev n'avait jamais pensé qu'il avait un père avant cela, mais avant qu'il puisse en parler à Zero, elle montre le livre qu'il a obtenu à la bibliothèque. La sauvegarde dit qu'il a pris le livre pour l'aider à collecter des herbes médicinales, et le Zero dit qu'il aura du mal à déchiffrer ce qui est écrit. Tout cela est dû à l'écriture terrible de celui qui a écrit cette œuvre. Cependant, il répond simplement que son écriture est très similaire et qu'il peut même très bien tout comprendre ici. Ensuite, Zero révèle que c'est le père de Sev qui a écrit ce livre. Elle déclare que son père était un génie sans précédent et qu'il peut y avoir des secrets cachés dans le livre que seuls les sauveurs peuvent déchiffrer. À ce moment-là, le roi arrive en courant avec de la nourriture et remercie le sauveur de ne lui avoir tenu aucune compagnie. Il s'excuse de ne pas pouvoir fournir de magie et Zero décide de lui dire quelque chose d'important. Elle lui dit que la raison pour laquelle lui et ses amis sont ici est que tout le monde se développe en tant qu'utilisateur de magie, mais s'il ne veut pas être un sorcier et préfère rester un pourvoyeur de magie, il n'a aucun rôle ici. Peu de temps après, Sev et Der entrent dans la forêt, et bien qu'il soit d'abord abasourdi, il retrouve rapidement son calme et récupère des évas utiles à l'aide du livre. Il repère la carcasse d'un serviteur avant de regagner un parterre de fleurs rouges qui est la principale herbe qu'ils doivent récolter. Tandis que l'as célèbre la découverte, Sev sent une sinistre présence autour de lui. Il regarde autour de lui et découvre une masse musculaire lancinante avec des pointes qui en dépassent. Il dit à la chose de se baisser, mais il est trop tard, et la chose lancinante projette des pointes avec une grande force. La sauvegarde ne souffre que de quelques coupures, mais lorsqu'il se retourne, il découvre que le type a été empalé vivant. Les sauveteurs paniquent lorsqu'ils voient le garçon grièvement blessé. Il veut le guérir, mais comme il n'a jamais réussi à lancer un sort de guérison auparavant, il décide d'emmener immédiatement le garçon au village. Le sauveur boitait alors qu'il court, portant le garçon qui commence à perdre connaissance à cause de la douleur. Et alors que le petit garçon s'évanouit, il se maudit de ne pas avoir pratiqué la magie de guérison. Il supplie quelqu'un de l'aider quand soudain il entend la voix de Der. Le sauveur lève les yeux et découvre un oiseau fait de magie communiquant avec lui. L'oiseau lui dit d'avancer car s'il se dépêche, il peut encore sauver le garçon. Le sauveur se lève et se dirige vers le village, criant à chaque pas pour arriver à temps. Soudain, Zero et son mercenaire arrivent sur place. Le sauveur s'excuse de ne pas avoir pu guérir le garçon, mais votre salut dit qu'il s'est très bien débrouillé tout seul. À ce moment-là, Holt arrive et Zero lui demande de partager un peu de son sang avec le garçon pour lui sauver la vie. Holt se coupe le poignet et laisse jaillir une fontaine de sang rouge. Ainsi, Zero utilise son pouvoir de guérison pour le sauver. Peu de temps après, il arrive à la clinique de l'hôpital. Holt s'est évanoui à cause d'une perte de sang, tandis que Zero s'est évanoui parce qu'elle a utilisé trop de magie. Le médecin l'a soigné et a dit au sauveur d'arrêter de jaillir. Mais ses larmes semblent hors de contrôle en ce moment. Il parle à tout le monde de l'étrange monstre qu'il a combattu plus tôt. Et Holt dit que c'est celui-là, l'un des monstres démoniaques que les démons ont créé pour tourmenter les humains. L'étrange monstre se déguise en roi, puis attaque sa cible avec des pointes suceuses de sang qui après un certain temps se transforment en nouveau monstre. Zero pense que le monstre démoniaque ne peut être trouvé que dans le nord et qu'il a dû être amené ici exprès. Hélène l'a vu et a demandé à enquêter davantage. Cependant, dès qu'il ouvre la porte, il trouve Holden venu faire une inspection surprise du village. Les deux hommes se rendent à l'église et discutent des détails des dégâts. Le Holden dit qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles quelqu'un capturait les monstres et les vendait, et la présence de quelqu'un dans la forêt le prouve. Il a décidé d'emmener Lily avec lui et d'enquêter sur le monstre. Et l'oreille prévoit également d'aller dans les villages voisins pour les avertir, et comme les deux guerriers les plus capables quittent le village, le Holden pense que la sécurité du village sera faible, alors l'oreille lui demande de rester sur place et de protéger le village. Village à sa place. Et après un peu d'insistance, il finit par accepter de faire ce métier. Soudain, Zero entre dans la pièce et dit à Oreille qu'elle l'accompagnera.
murmura. Il essaie de la convaincre d'abandonner, affirmant que sa magie est dévouée, mais à la fin, elle est sa patronne et il est obligé d'accepter vos ordres.